Avant de commencer l'épisode, je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque semaine, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou en vidéo sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes et n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Ça nous aide vraiment à continuer de vous proposer de belles pauses avec des personnalités exceptionnelles. Merci encore et maintenant, place à l'épisode. Je trouve que j'ai pas été toujours très bien entouré et je pense que j'ai perdu un peu de temps. S'il y a un petit regret de ma carrière, je pense que c'est à ce moment-là justement. Moi, si j'étais entraîneur d'un jeune aujourd'hui qui a ce potentiel-là, je pense que je ferais les choses différemment et je mettrais un peu moins de pression parce que quand tu es jeune, franchement, à 15-16 ans, d'avoir ces lumières-là sur toi, c'est pas facile, quoi. C'est dur de rentrer sur un central quand il y a 15-20 000 personnes où tu es seul, c'est ça, tu vois. Moi, j'ai parlé souvent aux joueurs de rugby, aux joueurs de foot, et eux, ils te disent, tu rentres, toi, tu es seul, si tu n'es pas bien, tu te reposes sur toi, parce qu'au milieu du cours, tu es le seul, il n'y a personne qui va te remplacer. Et il y a des fois où tu paniques. C'est la vie, c'est comme ça, tu tentes le maximum, tu essaies de progresser, mais oui, il y a des adversaires qui ont été durs. Nadal, encore une fois, ça a été terrible, mais c'est vrai que il y a toujours ce regard des gens qui est dur à gérer, qui est pas facile, que aujourd'hui ça va, les gens sont quand même très agréables, mais à un moment c'est clair, pourquoi tu gagnes pas un grand chelem, pourquoi tu n'avances pas, pourquoi là t'as pas gagné Roland Garros, c'est là, pourquoi est-ce que tu t'entraînes assez? Il faut être fort quand même, c'est vrai que mentalement faut être fort. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Il a grandi sous les projecteurs, là où chaque coup de raquette faisait naître des espoirs, des critiques, des légendes. Une carrière faite de sommets vertigineux et de combats intérieurs. Il connaît la solitude d'un cours, la pression d'un public et la quête constante d'équilibre entre le talent brut et la résilience. Aujourd'hui, celui que l'on surnommait le petit Mozart du tennis français, se confie sans filtre sur les leçons de sa vie dédiées au tennis, mais aussi sur ce qui l'anime en dehors des lignes blanches et sur ses prochains projets. Salut Richard Gasset. Salut Alexandre, un plaisir d'être ici. Oh, dis donc tu vas plus rapide. J'ai même pas envoyé la balle que tu me l'as déjà. Je t'ai renvoyé la balle. Tout va bien? Écoute, tout va bien, parfaitement. Voilà, je m'entraîne tous les jours. En fait, c'est ça ta vie. C'est une vie d'entraînement depuis combien d'années? Écoute, c'est une vie d'entraînement, c'est une vie de progression, d'avoir envie de progresser, une vie de passion. Et oui, c'est clair que j'ai commencé le tennis à 3 ans avec mon père. J'ai commencé. Rappelle-moi, t'as quel âge là? Ça se dit. J'ai 38 ans. Voilà. J'ai 38 ans, donc écoute, ça fait 35 ans de tennis où je pense au tennis tous les jours. Il n'y a pas eu un jour, à mon avis, où j'ai pas pensé au tennis, où j'ai joué quasiment tous les jours. C'est ça. Il faut vraiment que tu sois très très malade pour pas être sur un court. Ouais, il faut vraiment que je sois très très malade pour pas être sur un cours. Après, c'est une passion, donc c'est magnifique aussi, mais c'est vrai que... Justement, sur les 35 ans, elle a toujours été aussi forte, cette passion. Il y a des moments où tu te dis, t'avais envie, ça arrive certainement tous les métiers. J'ai plus envie. Non, il y a eu des fois où j'ai plus eu envie, quoi. C'est clair qu'il y a eu des fois où c'était dur, des défaites, des blessures. Tu descends bas, tu montes haut, c'est un peu le sport, quoi. Parfois t'as des hauts, parfois t'as des très bas, t'as des critiques, t'as ce genre de choses. T'as eu des grosses blessures, toi? Pas mal, j'ai eu une ou deux opérations, donc après pour revenir, c'est beaucoup de souffrance. Donc oui, le sport c'est magnifique, mais bon, tu souffres pour arriver en haut, mais après ça reste ta passion, donc c'est quelque chose. J'ai de la chance que j'ai toujours voulu faire, donc c'est exceptionnel. Donc, pour comprendre aussi d'où tu viens, ça s'entend encore un petit peu, mais je pense que tu peux forcer ou pas le trait. Je pense que si je te retrouve du côté de Sévignan, du côté de Béziers, je pense que là, il est... c'est encore plus prononcé que là. De temps en temps, j'essaie de l'enlever un peu, mais c'est trop dur, je peux pas. Oui, il faut pas l'enlever, et puis c'est beau. Ouais. Donc en fait, l'histoire de la famille, c'est Francis, ton papa. Je crois qu'il tenait un club de tennis. Ta maman, elle joue au tennis, Monique, elle était monitrice. Maryse, ouais. excuse-moi Marie. Ouais. Elle était monitrice. Ouais, exactement. Ouais. Et donc en fait, t'avais pas beaucoup d'autres choix, en fait, à un moment ou à un autre. Moi, ça a été facile, tu vois, le choix, savoir vers quel sport tu vas, tu vois, tous les enfants se le posent. Est-ce que je vais aller au foot, au rugby? Tu vois, j'avais un peu ça dans mon village. Mais moi, avec mes parents, un prof de tennis, j'y suis allé tout de suite. Mais ça a été sincèrement, ça a été naturel et je me suis pas forcé. J'ai jamais eu de fois où ils m'ont mis contre mon gré, quoi. Ça a toujours été moi. C'était assez facile pour eux? Ouais, c'était facile, ça se passait bien, mais pour moi aussi, j'adorais ça, quoi. Moi, ce que j'ai vu en tout cas chez les tennisman qui ont eu comme ça, comme toi, des succès incroyables, très souvent les deux parents ou un parent. On connaît évidemment les sœurs Williams, il y a un film qui a été fait là-dessus, peut-être qu'il y aura un film, mais je crois qu'il y a peut-être une série, dans pas longtemps sur Richard Gasquet peut-être, mais le film dont je parle là, on voit le papa des sœurs Williams.
être sur leur dos tout le temps, poussé. Et c'est vrai que souvent, les sportifs que je reçois ici me disent, il y a quand même un autre où il y a eu quelqu'un qui a dû, tous les matins, dire, il n'y a pas d'autre choix. C'était comme ça chez toi? Maman était vraiment, on t'amène? Bah, oui, ça a été une passion, mais après, pour arriver au plus haut niveau, faut quand même souffrir un petit peu, parce qu'il y a beaucoup d'entraînement, il y a quand même de la concurrence. Les mecs, ça joue dans le monde entier, le tennis, c'est un sport qui est universel. Donc tous les jeunes, ils s'entraînent énormément. Donc toi, t'as pas le choix que de faire ça si tu veux y arriver, même si c'est fabuleux, si t'aimes ça. Et les parents étaient un peu durs? Mon père était de temps en temps un peu dur, oui. Quand je faisais à l'entraînement, que je donnais pas le maximum, ou surtout sur un match où je me battais pas à fond, ça peut arriver, mais quand il était pas content. Quand il était pas content du tout, non, quand t'es enfant, c'est ça, mais c'est un projet assez familial, souvent, c'est important que les parents soient là, c'est important que t'aies un entraîneur qui soit quand même sur ton dos, ça se fait pas tout seul quand t'es jeune, que t'as besoin de... Il faut de structure, il faut... Ouais, il faut du monde derrière toi qui t'aide, parce que c'est pas facile, quoi. On va commencer assez tôt avec une pause amicale. J'ai demandé à des gens qui sont autour de toi de dire, tiens, si t'avais une question à poser à Richard, ton pote Richard, qu'est-ce que tu poserais comme question? Tu me parlais à l'instant de sport. Quand tu es très jeune, toi, en fait, ce que j'ai su, ce que je ne savais pas forcément, c'est que tu étais talentueux dans pas mal de sports. On connaît, pour ceux qui connaissent Richard Gasquet, je l'ai en introduction, le Mozart du tennis. En fait, il se passe que tu avais aussi un très bon pied gauche au football, tu étais bon au rugby. On va écouter cette question d'un très bon pote à toi qui s'appelle Manu. Allez, avec plaisir. Oui, salut mon Rich, écoute, j'espère que tu vas bien, confirme-le-moi d'ailleurs en répondant à mes messages, je m'ai l'air bien occupé pour un pré-retraité. Bon, comme Alexandre le sait, on se connaît depuis notre plus tendre enfance et je garde d'excellents souvenirs à la fois dans le tennis, mais pas que, parce que voilà, tu es passionné de tous les sports, notamment le foot, le rugby, tu aimes bien jouer aux cartes aussi, et c'est ce qu'on faisait quand on était plus jeune à Sérignan. J'aurais voulu savoir si tu pensais que tu aurais fait une aussi belle carrière dans un sport collectif. Allez, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Passez un bon moment tous les deux. Ah, écoute, Manu, c'est un de mes meilleurs amis. Ça, donc il te connaît bien. Oui, il me connaît très bien. Faut que tu répondes un peu plus à ses messages. De temps en temps, je réponds pas, ça l'énerve un petit peu, mais ouais, il connaît mes qualités et comme il a dit, mes défauts aussi. Après, le foot, le rugby, c'est une passion qui est incroyable pour moi. J'ai eu de la chance jeune, tu vois, quand on était dans un club de tennis, mais on avait le stade à côté, donc on a énormément joué au foot, énormément joué au rugby. J'ai eu une enfance incroyable là-dessus. J'ai eu énormément de chance de pouvoir avoir tous ces amis. Après, oui, j'étais un peu doué au foot et au rugby, mais bon, il faut savoir que quand même, c'est au tennis que j'ai excellé. C'est là où j'étais bon. T'étais meilleur? Ouais, j'étais meilleur au tennis. Après, ce qui a été dur, c'est vrai que c'est pas facile le tennis. C'est quand même très individuel. Tu voyages, t'es tout seul. Sur le match, t'es tout seul. Donc, en fait, t'es perpétuellement en train de te poser des questions. Ouais, ce que disait Manu, justement, c'est toi qui a... Et parfois, on le voit, certains sportifs qui vont exceller dans leur sport individuel, ils sont individuels. Ils sont auto-centrés. Oui. Ce que dit Manu, justement, c'est que toi, tu n'as peut-être pas ce défaut qui peut être une qualité pour réussir, mais toi justement ce que t'aimes c'est les autres. Et donc c'était ce que tu dis, un tiraillement entre le sport collectif. C'est pas évident parce que c'est vrai que quand t'es joueur de tennis, t'es centré sur toi-même, sur la performance, sur comment tu te sens, comment tu vas, comment va ton physique, est-ce que je vais gagner le match. Donc oui, les autres forcément c'est tellement important, mais c'est sûr que quand t'es joueur de tennis, comme j'ai dit, t'es centré énormément sur toi-même. C'est une raison pourquoi t'as aimé jouer en double, t'as eu des titres, t'as gagné 2 titres en double. J'ai adoré le double, j'ai adoré la Coupe Davis surtout, grâce à ça on était en équipe. C'est vrai que le joueur de tennis c'est très très dur pour ça. Je pense que moi j'ai pas mal d'amis rugbyman et footballeurs, je les envie quand même parce qu'eux ils sont en équipe, ils sont ensemble et en tout cas c'est vrai que c'est très atypique une carrière de tennisman. Tu voyages beaucoup, t'es souvent très très seul dans les chambres d'hôtel, donc c'est quelque chose qui est pas évident à gérer. J'avais reçu ici quelqu'un que tu aimes évidemment beaucoup et que j'adore, qui s'appelle Antoine Dupont. Oui, c'est un autre Mozart, mais lui le Mozart du rugby. Exact, ouais. Il est exceptionnel, meilleur joueur évidemment de rugby au monde, et il me parlait de sa passion du sport quand il était là. Il me dit, je le cite, même quand on avait 8-10 ans, quand on allait au stade, moi, tant qu'il faisait jour et qu'il y avait de la lumière, je voulais jouer, encore jouer. J'avais tout le temps un ballon dans mes mains. Toi, c'était à ce point-là, parce qu'Antoine, en fait, il était toujours avec son ballon. Toi, t'étais à ce point-là, excessif. C'était pareil, j'étais excessif, quoi. Moi, j'ai joué au tennis tout le temps. Voilà, je tapais contre le mur chez moi. Au club de tennis, je jouais, je regardais des cassettes à l'époque de Roland Garros. Cassettes, oui. Ouais, moi, c'était très excessif. Je pense que Antoine Dupont, c'est pareil au rugby. Et moi, je suis un excessif du tennis, quoi. Je pense qu'à ça énormément. Voilà, même moi, aujourd'hui, c'est ce qui m'anime toujours. C'est pour ça que je joue toujours à 38 ans. Mais moi, ça a été une vraie passion. Le simple fait de taper dans la balle, de jouer, c'est très important pour moi. Ouais. Et donc, très tôt, là aussi, quand on parle de Richard Gasquet, c'est vrai qu'on parle, et c'est pour ça aussi le parallèle qu'on fait avec Mozart, c'est
qui était talentueux très jeune, toi, c'est ce qui s'est passé. C'est que très tôt, on t'a mis en avant. Et donc, c'est pas uniquement que tu étais bon très jeune, c'est qu'en fait, on t'a mis en avant. Très vite, tu as été... voilà, il n'existe plus, je crois, ce magazine, mais c'était Tennis Magazine. Il existe encore ou pas? Il est toujours. Il existe toujours. Mais c'est vrai que c'était une bible à l'époque. Hein. Je me souviens, il y a quelques années, moi, je me souviens de le lire. C'était quelque chose quand même assez... Pour ceux qui aimaient le tennis, évidemment, c'était vraiment très important. Et puis, on te retrouve à la télé, et là, tu as 9 ans. C'est que tu n'as pas 9 ans. Et c'est pas le fait que... C'est plutôt la conséquence de ça pour toi. La conséquence par rapport à ton entourage. De nouveau, vous êtes dans un petit village du sud de la France. Tout d'un coup, tu as ce Barnum qui arrive autour de toi. Comment tes parents arrivent à te protéger par rapport à ça? Comment eux-mêmes arrivent à se protéger? Et comment toi tu vis ça par rapport à tes potes? Tu essaies de pas être très visible, tu essaies de disparaître? En fait, c'était dur déjà parce que là, moi TS Magazine, j'étais abonné. Ouais. Donc tous les mois, j'allais voir le magazine. Et en fait, je pensais faire 2 ou 3 pages du magazine, c'est ce qu'on m'avait dit. Ouais. Et en fait, j'arrive, je vois le magazine, je me vois sur la couverture, quoi. Ça me fait un choc, vraiment. J'étais pas du tout content. Ah, t'étais pas content? Non, pas du tout, parce que j'étais très timide à l'époque, tu vois, j'étais réservé. J'avais 9 ans, j'avais un peu honte de me retrouver là en une. Et mes parents, ils étaient pas contents du tout non plus. On s'attendait pas du tout à ça. Donc après, oui, la lumière sur toi-même, t'essayes de. C'est vrai que jeune, j'étais très très fort. Après, pourquoi exactement? Je me suis entraîné, mais pas totalement plus qu'un autre non plus. Je pense que c'est une question de talent là. J'avais du talent et c'est vrai que ça m'est tombé dessus, quoi. Et donc là, quand tu arrives, c'est quoi l'impact de cet article, de cette télé dans ta vie à ce moment-là? C'est que le monde change, les gens te regardent différemment, tu sens, parce que ta vie depuis des années maintenant est la vie d'une célébrité, quelqu'un qui est connu, qui est reconnu, dont on ouvre la porte quand il arrive quelque part, qui voyage différemment. À quel moment tu l'as vu que ça allait t'ouvrir quelque chose de nouveau? À cet âge-là, déjà, les gens parlaient différemment? Oui, les professeurs étaient déjà plus sympas avec toi? Ouais, ils donnaient des meilleures notes ou pas? Non, pas tant que ça. Mais oui, j'ai eu une vie différente. C'est vrai que j'étais très... Quand j'allais jouer des tournois de tennis, il y avait déjà 200-300 personnes dans les stades, enfin, dans les clubs. Parce qu'ils voulaient voir la merveille. Ils voulaient me voir, ils avaient vu ce Tennis Magazine. Donc, c'est clair que j'étais très suivi. En France, déjà, c'est un sport qui est populaire, le tennis. Il y a toujours l'attente de gagner un grand chelem après Yannick. Voilà, c'est un sport, il y a Roland Garros, c'est gros. Donc oui, tu as pas mal de pression sur les épaules. Et c'est vrai que quand tu es jeune, c'est quand même très compliqué à gérer parce que tu as besoin quand même de calme, de pas trop avoir de lumière pour t'épanouir. Et moi, en tout cas, c'est clair que j'en ai pas beaucoup eu. Après, aujourd'hui, j'ai l'expérience pour... Mais bon, avec moi, mes parents et moi, on n'en avait pas beaucoup à l'époque. Et c'est vrai que c'est pas facile à gérer quand même, quoi. Ça, c'est un point essentiel parce que c'est vrai que tu te retrouves en fait assez... Et c'est pas contre tes parents en fait, mais assez mal entouré. Oui, complètement. Par rapport à la structure de l'époque. Tes parents font leur maximum, mais c'est souvent le cas quand on est parent. On fait notre maximum, c'est pas pourtant qu'on fait les choses bien à chaque fois. Non, bien sûr. Et là, tu es assez peu structuré. La fédération peut-être peu à ce moment-là. Comment ça se passe? Je pense qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir un joueur aussi précoce, qui avait autant d'attentes sur les épaules. Mes parents, on était assez humbles quand même. Tu vois, c'était pas non plus un projet de se dire il faut être numéro 1 mondial. Comme j'avais du talent, forcément, j'ai eu envie de jouer, on a fait le maximum, mais c'était pas le projet initial. Je suis pas né en me disant je vais être joueur de tennis professionnel. Ouais. Ça m'est vraiment tombé dessus. À quel âge tu as compris ça? J'ai compris assez tôt, 13, 14, oui, je gagnais quasiment tous les tournois, 13, 14, 15 ans, c'est vrai que c'était... Alors, on parle de petits as, on parle de ces années-là. J'ai quasiment tout gagné, mais je pense qu'à la fédération, à l'époque, ils n'étaient pas du tout prêts à avoir quelqu'un d'aussi fort, donc oui, je trouve que j'ai pas été toujours très bien entouré, et je pense que j'ai perdu un peu de temps. S'il y a un petit regret de ma carrière, je pense que c'est à ce moment-là, justement, moi, si j'étais entraîneur d'un jeune aujourd'hui qui a ce potentiel-là, je pense que je ferais les choses différemment et je mettrais un peu moins de pression, parce que quand tu es jeune, franchement, à 15-16 ans, d'avoir ces lumières-là sur toi, c'est pas facile, quoi. Ouais, surtout, c'est pas forcément les lumières, c'est en fait le manque de protection de ces lumières-là. T'es brillant ici, t'es le meilleur du monde. Elles vont arriver, ces lumières-là. Oui, bien sûr. Mais t'es pas prêt, et surtout personne va pouvoir, cet agent qui pourrait être là, ce manager qui pourrait être là, qui pourrait dire ça s'arrête ou ça s'arrête pas. Je dirais, c'est le seul regret que je peux avoir de ma carrière, quoi. C'est de pas avoir trouvé quelqu'un qui avait une expérience suffisante, justement, comme tu dis, un agent, un entraîneur. En fait, ce que tu dis là, quand tu m'en parles, j'ai l'impression d'entendre, en fait, tu aurais dû avoir Tony Nadal, en fait.
C'est ça. Tony Nadal. Alors, mais après, Tony Nadal, c'était lui là, on en a souvent parlé. Lui, le truc, c'est qu'il était à Majorque, que les Espagnols, ils ont eu tellement de vainqueurs de Roland Garros. T'as raison, mais mon point, c'est que il t'aurait manqué un Tony Nadal, pas Tony Nadal, évidemment. À l'époque, il existait. J'ai eu mon père après jusqu'à 16 ans, mais après j'ai voulu passer la main lui aussi. J'aurais, à cette période-là, c'est quelqu'un qui était suffisamment dur, suffisamment qui connaissait les rouages, qui avait l'expérience un peu des médias, de l'attente, de l'entraînement, de ce qu'il faut faire pour être fort. Pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, Tony Nadal, tu peux nous dire qui c'est? C'est l'oncle de Rafa, quoi, déjà, et c'est lui qui l'a mis au tennis, et c'est vrai qu'il était dur, il l'a façonné très tôt. Bon, après, c'est sûr que tu sais jamais, quand tu as eu Rafael Nadal, un talent pareil, est-ce que c'est Rafa qui a fait Tony, est-ce que c'est Tony qui a fait Rafa? C'est toujours dur à dire. Ce que je sais, c'est que sans Tony, il aurait peut-être pas fait cette carrière. Ça, c'est clair, c'est très important à cet âge-là d'avoir quelqu'un qui est derrière toi. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que quand j'ai tu vois, essayer de discuter des gens autour de toi, du milieu, c'est vrai que un des retours que j'avais, à part un talent inné que t'as, et dans la partie travail, c'est certainement pas, parfois on dit ça, j'ai beaucoup entendu avec les cyclistes, ils font moins de vélo que les autres. En particulier de l'époque où il y avait beaucoup de dopage. Alors que les autres étaient dopés, les gars. Ça s'arrête là. Donc arrêtez de dire que c'est un manque de travail, que les Français ne travaillent pas. Mais toi, en fait, c'est pas vraiment c'est que ce que j'avais entendu, c'est ça. C'est ces années-là, 16, 17, 18, 19 ans, où c'est pas le manque de cadre, en fait. C'est le manque d'expérience. C'est d'être arrêté à un certain moment, faire ce qu'a fait Tony d'une certaine manière, en étant aussi parfois peut-être plus dur, et qu'il faut au bout d'un moment être... Je pense que quand vous êtes des stars comme vous, et que vous avez 18 et 20 ans, arriver à mettre un peu de dureté, ça ne doit pas être évident. Non, c'est pas facile, c'est clair. Il y a aussi Ferrero là, avec Carlos Alcaraz, qui a énormément d'expérience. Moi, à cet âge-là, j'aurais aimé avoir... C'est peut-être ça qui... C'est important d'avoir quelqu'un... Oui, j'ai eu un petit manque à cette période-là de quelqu'un, je te dis, d'expérience, de fort, qui connaissait vraiment le métier, qui savait ce que c'était la pression, qui savait ce que c'était de progresser, physiquement, d'être plus fort, de savoir que son pic, il serait dans 2-3 ans après. Mais oui, quelqu'un qui soit là tous les jours et qui soit... Parce que tu es très très bon, tu termines numéro 1 mondial des juniors, on est en 2002, là je vais te retrouver sur le comment on appelle, dans l'ATP, sur le Grand Prix, en fait, là je te retrouve sur le circuit, et là, tu es le plus jeune à gagner un match, on est là à Monte-Carlo, c'est le plus jeune. Et tout ça est normal pour toi. T'arrives, t'as quel âge? 15 Ouais, 16. T'as 16 ouais, 16. Pour toi, t'arrives, tu gagnes ce match. Ça te paraît totalement logique par rapport à ce que tu vis de jeu, tu te poses pas la question. C'est quoi le sentiment que t'as? Moi, ce qui m'éclate toujours, c'est quoi le sentiment que t'as quand tu sors de ce stade? C'est normal, t'es heureux, tu voles, tu dis juste c'est qui le prochain? Comment ça se passe? C'est très bizarre parce que t'es un enfant encore à 16 ans, tu vois, t'es tellement jeune. Ça fait bizarre parce que moi je me retrouvais à Monaco, un tournoi qui est énorme. J'ai joué Marat Safin au deuxième tour, qui était une idole. Moi je le vois, je rentre sur le court avec lui, et je me dis putain mais qu'est-ce que je fais ici quoi? C'est incroyable. C'est 2m20. Ouais, il était grand, c'était fou. Donc après, c'est derrière que c'est dur à gérer. C'est sur le match, j'étais fort, j'avais réussi à gagner, mais derrière, c'est dur à gérer parce que tu as une attente qui est colossale. Les gens pensent que tu vas terminer en finale. Et déjà. encore plus en France, parce que je te dis, il y a quand même, c'était pas facile. C'est un pays qui est dur à gérer, qui a des attentes. Après, tu perds, il y a quelques critiques. Je trouve que c'était un moment, en tout cas, qui était pour moi difficile. Mais quand tu sors de ce match, t'es quand même heureux ou t'as même pas le temps d'être heureux parce que t'as toutes les télés. J'ai un peu tout, un peu les deux. C'est dur. Ouais, je suis heureux, c'est fabuleux. Après, oui, il y a des télés qui tombent dessus, t'as du monde. Moi, j'étais quand même assez timide, assez introverti à l'époque. Tu vois, ce monde, il y a 15 000 personnes. Tu te dis, ouais, où je suis où? C'est fou, quoi. C'est des choses qui sont folles. C'est tellement atypique de vivre ça jeune. C'était fabuleux. J'ai des souvenirs qui sont exceptionnels. Mais en même temps, tu sais que derrière, il va falloir prouver, quoi. Assurer. Et justement, en parlant de ça, on parle là de mental et de physique. On dit souvent justement le sport, dans tous les sports, mais dans le tennis on en parle souvent, et pas uniquement une question d'analyse, de savoir si tu dois mettre cette balle sur le revers, sur le coup droit, d'analyser en vidéo avant, mais savoir ce mental-là, cette force mentale qui est essentielle. Certains l'ont souvent, c'est parfois physique, mais c'est mental. Comment toi tu gères ça très jeune, avec une pression excessive sur toi, tout de suite en voyant que tu vas être notre sauveur, parce que déjà depuis trop longtemps, on n'a pas gagné depuis 1983, il n'y a pas eu de vainqueur. Je parle d'un tournoi du Grand Chelem. Toi, comment t'as...
Comment ça se passe, cette partie mentale chez toi? Tu te fais rapidement accompagner par quelqu'un ou pas du tout? Ou t'es à nouveau... tu dis juste, allez, tu te débrouilles, tu prends cette pression et puis on verra comment ça se passe. Tu te débrouillais un peu à l'époque, tu te débrouillais un peu. Hein. Aujourd'hui, tu parles beaucoup de santé mentale, il y a beaucoup de coachs, c'est super, c'est fabuleux. Nous, à l'époque, c'était la doctrine, c'était il faut surtout pas trop parler, ça veut dire que tu vas être un peu faible. Et, voilà, c'était dans le tennis, c'était beaucoup ça. Si tu parles beaucoup de mental, tu donnes des choses à l'adversaire, on voit que tu es faible. C'était vraiment ce qui transposait un peu en France. Donc, j'ai eu des moments difficiles à 16, 17 ans. Après, j'ai réussi à trouver un entraîneur qui m'a un peu cadré. Je pense que c'est lui qui a été Comment il s'appelle? Éric de Blicker. Ouais. C'est lui qui m'a permis de me remettre un petit peu, de me refocaliser un peu sur les choses saines, de reprendre du plaisir sur le court. Mais comme tu dis, j'ai souffert quand même de ça. Quoi, parce que dans ces années-là, on est à peu près en 2004, tu vois, dans ces années-là, il y a un moment ou un autre où tu dis à ton papa, et ça c'est dans ton livre que tu l'écris, hein, que je conseille, qui est là, hein, à revers et contre tout, hein, c'est le livre que tu as sorti chez Stock, tu dis à ton papa, trouve-moi un stage. Chez qui? Chez Arnaud Lagardère, chez Paris Match. C'est Paris Match. Donc là, tu dois avoir... J'étais au fond du trou. Sincèrement, j'étais au fond du trou. Je te dis, j'avais justement un peu cette attente-là qui avait été dure à gérer. J'avais eu beaucoup de pression, beaucoup de stress et j'avais un peu craqué, quoi. C'était devenu difficile. Justement, comme tu dis, je n'étais pas tellement accompagné. Je l'étais, mais peut-être pas assez bien. Ouais, pas bien. Et après, tu craques, quoi. C'est difficile. Donc, j'ai eu une période dure à gérer, mais j'ai réussi à m'en sortir. Je te dis, il y a eu ce mec, Eric, qui est venu. On a repris doucement. Et après, je me suis reconstruit, je me suis calmé, j'ai repris du calme. On a beaucoup discuté. J'ai dit un peu mes peurs, mes craintes. Il y en avait beaucoup à l'époque, tu sais, quand tu es jeune. C'est dur à gérer. Et après, j'ai réussi à repartir, à être mieux, à regagner des matchs. Et on a beaucoup travaillé, beaucoup parlé. Et c'est vrai qu'il a fait office de coach mental. Comment tu as géré dans ces années-là, et encore aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est différent quand tu approches la quarantaine, justement le regard des autres. Le regard des autres et la vraie amitié. On parlait de Manu tout à l'heure, qui te connaît depuis longtemps. Comment tu as géré justement ces gens qui s'approchaient de toi par la lumière qui arrivait? Je parle même pas d'argent là, par la lumière. Que ce soit tes petites amies ou les gens qui disaient tiens, j'ai envie de passer du temps. T'as réussi à avoir ça assez vite? Est-ce que justement c'était une pression supplémentaire d'arriver à trouver ce qui était vrai, ce qui l'était pas? Oui, j'ai plutôt pas trop mal géré ça, à la limite, les amis. Bon, j'ai laissé jamais trop les gens entrer parce que je suis assez méfiant de nature. Ce que j'ai plus de mal à gérer, c'est vraiment les médias, quoi, un peu. Tu vois, de temps en temps, tu tombes sur... Je pensais que tu allais me dire les femmes. Non, les femmes, ça bon, j'ai eu du mal aussi quand même. Mais on va pas en parler. Tant que ça, mais je te dis, les médias, quand j'écoutais les radios, je tombais sur les articles sur moi-même. Ça me touchait beaucoup. J'ai parlé beaucoup avec d'autres joueurs, Joe Tsonga, Gaël Monfils, ça les a touchés aussi. C'était pas facile à gérer. T'as beaucoup de critiques, beaucoup de choses qui sont dures. En fait, en particulier là-dessus, il y a eu ce moment-là quand même où il y a toujours, par rapport aux autres, en fait, le problème, c'était pas que tu deviennes 7e, c'est les gens, c'était toujours... Il aurait pu faire mieux, il pourrait faire mieux. Ça, c'est tout le temps pareil. Ça, c'est un truc qui est dur. Moi, j'ai été comparé très tôt à Nadal. Tu vois, Raphaël Nadal, c'est pas facile d'être comparé à lui. Pourquoi? Parce que tu avais fait cette erreur, et ce que tu le dis d'ailleurs, tu n'aurais jamais dû le battre. Je l'ai battu une fois, et combien de fois on m'a dit, mais comment ça se fait? Tu l'as battu au petit as. Toi, tu l'as battu au petit as, et après, lui, il a gagné 14 fois Roland Garros. Comment ça se fait? 10 000, 15 000 fois peut-être. On me l'a dit. Donc, c'est dur. À quel moment tu as envie à chaque fois, tu as envie d'arrêter l'interview, de dire juste ça. À quel moment, comment tu arrives à... C'est le sport, c'est le café c'est pour ça qu'on parle de sport, c'est pour ça qu'on aime ça. C'est pour ça qu'on aime ça, mais c'est pas facile. Maintenant, c'est facile à dire, j'ai 38 ans, donc je connais le stratagème, mais quand t'es jeune... C'est vrai que c'était toujours ça. Tu l'as gagné une fois. Et ce que tu dis d'ailleurs, moi je trouve que c'est assez juste ce que tu dis. Je sais pas si t'as tes merveilleux revers ou si t'as un coup droit à Tarbes, parce que c'est là où se passent les petits as, où là tu te dis juste, mais jamais ce revers, il doit être dans l'intérieur du court. Il doit être à l'extérieur. Mais c'est vrai que cette question, c'est marrant, c'est le destin de la vie, hein. C'est ce qui t'a fait aussi d'avoir cette résilience. C'est la vie, c'est comme ça. Tu tentes le maximum, tu essaies de progresser, mais oui, il y a des adversaires qui ont été durs. Nadal, encore une fois, ça a été terrible, mais c'est vrai que il y a toujours ce regard des gens qui est dur à gérer, qui est pas facile, et que aujourd'hui ça va, les gens sont quand même très agréables, mais à un moment c'est clair, pourquoi tu gagnes pas un grand chelem, pourquoi tu n'avances pas, pourquoi là t'as pas gagné Roland Garros, c'est là, pourquoi est-ce que tu t'entraînes assez? Il faut être fort quand même, c'est vrai que mentalement faut être fort. Mais quand toi tu penses à ça, sans vouloir répondre à un média, quand tu te dis, mais moi je sais pourquoi j'ai pas. Tu dis, parce que tu en as parlé avec Joe Tsonga, avec ton Gaël Monfils, tes potes, hein.
Et parfois ils disent, mais non, ils étaient meilleurs que nous, quoi. Ouais, mais complètement. On le sait, Arrêtez, les gars, quoi. C'est ça le problème. À la fin de la journée, c'est ça qui est bien au sport, c'est ça qui est bien au tennis, c'est que tu peux pas tricher, tu peux pas mentir. Tu peux tricher. Oui, tricher, oui, mais il y a un classement, voilà, ce que je te dis, il y a un classement. Le dopage existe. Oui, existe, ça a existé, continue à exister. T'as raison, tu peux tricher. Oui, complètement. Mais jamais une seconde, tu t'es dit juste, putain, il y a peut-être de la triche là. Tout le monde s'est toujours posé des questions, ça c'est naturel, mais bon, on va pas. J'en sais totalement rien. Après, dans tous les sports, qui ne s'est pas dit, mais là, c'est monstrueux ce qu'il fait, c'est incroyable. Bon, mais ça a toujours arrivé à tout le monde. Les cyclistes ont toujours dit, mais pourquoi vous nous tombez dessus à chaque fois? Oui. Pourquoi vous nous tombez dessus à chaque fois? Et pourquoi vous ne regardez pas tous les autres sports, d'ailleurs, pas bien, tous les autres sports. Et toi, c'est vrai que tu regardes ça, et souvent d'ailleurs, c'était comme ça que les Français ont été mis un peu de côté dans le monde cycliste, parce que c'est ceux qui ont commencé un peu à ouvrir en disant juste, les gars, ils disent, attends, Omerta, tu dégages. Ouais. S'il y a quand même des choses parfois un peu étonnantes dans le tennis. Il y a des joueurs qui étaient exceptionnels, ça c'est sûr, mais après je peux pas te j'en ai aucune idée. En parlant de toute façon, même si tu avais une idée, tu me le dirais pas forcément ici, mais déjà j'en ai pas tant que ça. Oui, après oui, je suis sûr. Prenons un exemple similaire. Prenons un exemple. Tu penses que c'est normal? Là, il est chopé par la patrouille. Et qu'on trouve un stratagème en disant juste ouais mais non, et que globalement normalement dans d'autres circonstances il ne devrait pas jouer pendant 2 ans. Oui non mais ça s'écarte ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Et comment tu penses que les gens comme moi qui sont des lambdas qui regardent, trouvent non mais c'est pas normal ça. Non mais là c'est pas normal, là c'est clair que les instances, on n'a même pas entendu qu'il y a un procès, on a eu le résultat, on a tout eu en même temps. Donc ça, c'est pas du tout normal. Après, Sinner, ce qu'il a fait, pas fait, j'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que oui, ça fait un peu... T'as l'impression que ça fait protection, quoi. Ça peut, en tout cas, être c'est comme ça que c'est vécu. Amalgamé comme une protection. Parce que d'autres personnes ont eu quelques problèmes, parfois, bien sûr. Avec la drogue, subtile, parce que là, on est sur un sujet que toi, t'as vécu en direct. Oui, bien sûr. Et que toi, quand même, on t'a troussé, on t'a coursé, jusqu'à un moment où tu as été innocenté par le tribunal administratif du sport. Moi, ça a été visible. Tout le monde, on a su qu'il allait avoir un procès, voilà, tout simplement. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Là, on nous a dit, bon, mais tiens, Sinner a purgé, ça fait un mois, c'est bon, il l'a fait. Passer à autre chose, voilà. Donc c'est vrai que ça paraît. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais merde, à l'époque, il y avait un procès, il y avait quelque chose. Pourtant, on était en 2009. Et là, c'est totalement différent. Et oui, tu te dis, forcément, en tout cas, ça fait bizarre. Certaines joueuses de tennis à qui c'est arrivé il n'y a pas très longtemps ont été, pour le coup, réellement mis de côté pendant une période très longue. Il y a quelque chose d'un peu étonnant, on va dire, et ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais en tout cas, la question, quand tu dis on ne peut pas tricher, excuse-moi, c'est que malheureusement, dans le monde encore aujourd'hui, les tricheurs, parfois, ont toujours un peu d'avance sur ceux qui ne trichent pas. Certainement. Ouais, c'est bien possible. c'est probable. Je reviens sur ton parcours parce que et je vais lire quelques chiffres pour bien comprendre l'immensité de de ta présence sur le circuit, et ce qui est quand même... Parfois, il y a des gens qui restent déjà 2 ans, on est très heureux, mais toi, tu as été particulièrement présent. Par exemple, tu as un record. Tu as un record à Roland-Garros. C'est quoi ton record à Roland-Garros ? Le nombre de matchs, le nombre de tournois joués. Exactement. Qui est de 21 quand même. Donc c'est quand même assez impressionnant. De suite ou pas? J'en ai raté un ou deux, en plus, j'aurais pu en faire un ou deux plus. Tu as plus de 1000 matchs joués sur le... Tu connais exactement le nombre d'ailleurs? Ou tu le comptes plus? J'ai 600 et quelques victoires, ça je sais. Après les défaites, j'essaie d'oublier. Moi, je connais les défaites, mais je ne vais pas les donner là. Donc, en gros, mais tu sais pas à peu près le nombre de matchs? Tu connais juste le nombre de victoires? Ça doit être, je te dis, sur le circuit, 1000 matchs. Après, il y a les challengers, il y a les jeunes. Donc combien de titres? 16 titres, ouais. Et en double? Facile en double. 2, j'en ai eu 2, j'ai eu une médaille olympique. Médaille olympique? Ouais, j'ai pas beaucoup joué en double, j'ai pas beaucoup joué simple et double, justement, je te dis, c'était trop compliqué, c'était trop difficile d'allier les deux. Mais depuis tout jeune, oui, ça doit faire à peu près, je sais pas, 1800 ou 2000 matchs, quoi. Et si t'as un de ces matchs, simple, double, que ce soit dont tu te souviens aujourd'hui, tu dis, tiens, si tu veux en parler à quelqu'un, c'est celui-là, ce serait lequel? Le premier contre Federer, quoi, je pense, parce qu'il était numéro 1 mondial, j'étais 100e mondial. J'ai pu le battre, c'était quand même Roger Federer. Voilà, là, on est à Monte-Carlo. Ouais, Monaco, premier tournoi.
Mais bon, je m'étais dit que je pouvais le faire, quoi, quand j'avais regardé, je te dis, quand je regardais les vidéos tout le temps de lui, donc je connaissais exactement, même sans l'avoir joué, je savais exactement comment il jouait. J'avais décelé quelques pas relatives faiblesses qu'il avait pu avoir un peu en début de carrière, qu'il a plus eu après. Je te rassure, quand je l'ai rejoué derrière, les faiblesses, elles étaient parties. En plus, il a dû après se faire un malin plaisir de te manger après. Il m'a fait très très mal, beaucoup de fois. Et comment, à la fin, quand il te faisait à l'anglaise, bon match, Richard, il était assez sympa ou il était quand même assez supérieur? Non, mais c'était un mec sympa quand même, c'est ça qui fait limite plus mal, quoi, parce que bon, en plus il était sympathique, quoi. C'est lequel qui était pas sympa? Allez, un qui est pas sympa. Sur le court, les meilleurs, je peux pas te dire que c'était pas sympa. Nadal, Djokovic, mais après Nadal il est connu pour être sympa. Il est sympa. Mais un mec qui était pas sympa. Des mecs un peu moins forts, tu vois, des Thomas Berdych, Robin Soderling, là, c'est des joueurs un peu qui ont été 5-6e mondial, mais sur les meilleurs, sur ceux qui intéressent vraiment les gens, c'est Nadal, Djokovic, Federer, c'est des mecs polis, c'est des mecs respectueux, c'est des mecs agréables. Bon, sur le court, c'est pas totalement le cas, mais s'ils peuvent mettre double zéro, ils te mettent double zéro, tu le prends, mais bon, c'est le sport, quoi. Et si on parle des tournois, là, tu me parlais de ce match-là, d'ailleurs, c'est ça aussi qui a posé problème. Si on revient sur le sujet d'avant, à 13 ans, tu bats Nadal, à 16, tu bats Federer, donc là, c'est plus tard, Federer, c'est plus tard. 18, c'est quoi? Oui, vraiment, ça reste extrêmement jeune. C'est sûr que là, les gens se disent, alors là, et moi y compris, quand je te vois battre Federer, je dis, yes. Écoute, ça, je le concède, je le conçois, c'est le sport, tu vois, voilà. C'était difficile, t'allais pas te faire battre juste pour ne pas vivre ça. C'est normal, mais après, crois-moi, je te dis, on a vraiment fait le maximum pour y arriver, pour essayer, putain, on a fait les demi-Grand Chelem, mais bon. Il y a deux choses. Déjà, on était moins fort. On n'a pas eu de chance de tomber sur cette génération non plus, parce qu'il y a eu 3 joueurs quand même qui étaient stratosphériques. C'est les meilleurs joueurs de l'histoire. Ils sont tombés les 3 en même temps. Et moi, les 3 matchs, les trois fois en demi-finale, c'est contre eux que j'ai joué. Tu fais 2 fois Wimbledon, tu fais une fois US Open. Une fois US Open. J'ai joué Nadal, Djokovic, Federer, les 3 fois. Ça fait quand même mal, quoi. Donnez-moi, parce que parfois ça arrive. Il arrive parfois des années. Il est arrivé des années où même si tu es dans le bon partie du tableau. Sur les 10-15 dernières années, non, à part Wawrinka qui a réussi, et une fois Del Potro, c'est jamais arrivé, quoi. Et bon, voilà, en 2000-2005, il y avait un peu plus de chances d'y arriver, là, sur les années qu'il y a eu. Déjà, Roland Garros, c'était quasiment infaisable. La génération qui arrive là, tu penses qu'elle est un peu moins forte? Il y en a 2, il y a Sinner, Alcaraz qui sont là aussi, qui sont la trame de ce qu'on parle. Après, pour l'instant, il n'y en a pas, quoi. Mais ces deux-là sont ces deux-là sont quand même extraordinaires. On parlait de ce match, le tournoi que tu préfères. T'as toujours préféré? Là où tu te sens Là où il se passe quelque chose, c'est Roland Garros, quoi. Parce que c'est historique, c'est l'histoire, c'est le tennis, c'est l'histoire du tennis français, c'est du sport, même en France. La 2, France 2, on regarde quand on est tout jeune, 6-7 ans, on est déjà devant la 2. Et donc, c'est là où tu décides de faire... c'est là ton dernier match. C'est pour là que c'est là où tu as envie d'arrêter. C'est le tournoi où tu te dis que c'est le mieux pour un joueur français d'arrêter. Donc je suis très heureux de le faire. On a parlé de tous ces joueurs de tennis. Il y en a certains, dans la plupart d'ailleurs, je sais que tu t'es très respecté et tu t'entends très bien, quelles que soient les générations, plus jeunes ou moins jeunes. Et j'ai demandé une autre pause amicale là, à un joueur de tennis exceptionnel, qui fait partie de cette petit groupe de Français qui nous ont éblouis depuis 20 ans. On écoute la Monf, comme tu appelles, Gaël, mon fils. Richard, petite question pour toi. Te souviens-tu de ton match qui t'a mené dans le top 10? Si oui, lequel? Peux-tu nous en parler? Et surtout, peux-tu nous parler de cette sensation de la première fois que tu es rentré dans le top 10? Bise, Moritz. Donc merci Gaël déjà pour cette question. Merci Gaël, déjà, c'est quoi votre relation justement? Une énorme relation, on se connaît depuis toujours. Avec Joe aussi, on a joué les tournois de jeunes, on a vécu ensemble et on a eu la même chose en fait. On voulait le Grand Chelem, on voulait gagner des Coupes Davis, on voulait réussir. On avait les mecs en face, donc les 4 joueurs, quoi. Murray, Nadal, Djokovic, Federer, même un peu Wawrinka aussi. Qui est ça. On essayait, on était là. Normalement, dans le vrai monde, il y a une concurrence. Parfois, vous pourriez ne pas vous aimer parce que vous voulez la même chose. Là, c'est toujours passé. C'est très bien passé, mais oui, il y avait une concurrence, mais c'était sain la concurrence. Il la faut, la concurrence, c'est important parce que quand tu vois ton pote qui réussit, lui, à faire ça, tu te dis merde, moi aussi, j'ai envie de le faire. Quoi, voilà, donc ça a toujours été sain. Ouais, quand Joe, il me voit jeune,
être meilleur que lui. Moi, je le voyais, je le connais, Joe. Ouais. Je le voyais, il avait envie de me bouffer, quoi. Il avait envie de me battre, il avait envie. C'est Joe, c'est pour ça qu'il a été aussi fort. Final, hein. T'as ce désir en toi, c'est ce désir de progresser, de battre l'autre, mais c'est le sport qui veut ça, c'est la compétition, donc ça a toujours été sain. Et après, ouais, pour répondre à Gaël, c'est quand j'ai battu Andy Murray à Bercy pour faire le Masters. Voilà, c'était soit lui, soit moi. Et bon, c'est moi qui ai gagné ce match-là et je me souviens avoir pu à Bercy gagner et derrière faire un Masters et être dans le top 10, c'est incroyable. C'est clair qu'il n'y en a pas énormément. Tu coches une case. Hein. Oui, c'est clair que c'est quelque chose. Combien de Français ont été dans le top 10 ? Une quinzaine, je dirais. Une quinzaine, ouais. Très. Il y en a très très peu. Après, le meilleur qu'on a eu, c'est le numéro 3. 3, Yannick est numéro 3. Ouais, Yannick n'a jamais été numéro 1. Non, en masculin, encore une fois ici, on veut évidemment. Oui, bien sûr. Il y a eu féminin, il y a Amélie qui a été numéro 1. Exceptionnel. Et puis on a eu quelqu'un qui a gagné aussi, Marion Bertolli, qui a gagné Wimbledon. Ouais, Marie Pierce aussi, qui a gagné, bien sûr. Roland Garros. Je sais plus ce que. C'est Roland Garros. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Donc on n'est pas mauvais en femme. On a été meilleur en fille, il faut reconnaître. Il faut dire ce qui est. Ben, faut pas l'occulter, faut le dire, quoi. Pourquoi oui, il y a des. On est serein avec ça, c'est normal, tu vois. On le dit. Forcément, on n'a pas réussi, c'est dur. C'est toujours compliqué de se dire qu'on n'a pas réussi à gagner un grand chelem, mais en tout cas, on a fait le maximum. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. On parle. Il y avait pas longtemps de ça. J'étais avec le président de la fédération de judo qui s'appelle Stéphane Nomis, qui a une histoire exceptionnelle, qui est une personne incroyable et qui lui aussi a toujours un sujet entre les médailles olympiques féminines et les médailles olympiques masculines. Et dans toujours cette discussion de savoir, parfois il y a un côté qui penche plus que l'autre. Il y a plus de médailles qui vont aller plutôt chez les femmes d'ailleurs que chez les hommes. Et parfois, c'est une question du DTN, donc du directeur technique national. Parfois, c'est les coachs. Parfois, c'est la fédération. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées là-dessus. Ça revient régulièrement depuis des années en disant juste, mais si on n'arrive plus à sortir justement ce type de talents qui sont les vôtres, on pourra ajouter Gilles Simon aussi dans votre petit groupe, enfin, il y en a d'autres d'ailleurs, mais est-ce que toi, comment tu l'appréhendes ce sujet, de dire les fédérations, parce que c'est pas celle d'aujourd'hui dirigée par Gilles Moreton, c'est pas le sujet c'est est-ce qu'on s'est soit reposé sur nos lauriers, on le voit par exemple en football on le sait, tu as des joueurs français partout en Europe. C'est la ressource rare de tellement de clubs. C'était les Brésiliens il y a 20 ans. C'est énorme. C'est les Français. Parce qu'ils ont complètement réinventé le modèle de la détection régionale, locale, et donc ils font grandir des vrais talents. Toi, quand tu vois ça, tu t'es souvent dit juste, c'est pas uniquement nous comparer avec d'autres, c'est que globalement, si on prend Sinner, puisque Sinner, pour ceux qui ne savent pas, c'est un joueur italien, c'est pas forcément son nom qui va nous dire ça, et les Italiens, c'est dingue en ce moment. Ouais, c'est fou. Ils sont en hommes et en femmes partout. Et quand ils expliquent ça, ils disent c'est la fédération qui a réinventé un peu le système. Toi, comment tu penses que c'est vraiment ça ? Tu penses que si on a des clubs, c'est que les jeunes n'ont plus envie de jouer, les gens préfèrent faire autre chose, c'est que le football a pris la main sur le tennis. Comment tu l'expliques ça, toi ? Tu penses qu'un Richard Gasquet aujourd'hui, qui grandit du côté de Béziers, il va au foot direct ? Il va plus au tennis ? Il y en a quand même qui jouent au tennis, il y en a quand même beaucoup. Je pense que ce qui est dur, c'est que déjà au tennis, pour moi en tout cas, je pense qu'il y a eu on nous a mis beaucoup de pression sur les épaules. Je pense que la fédération est très forte, il y a beaucoup de moyens, on entend souvent ça. Pourquoi cette fédération n'a pas gagné de Grand Chelem avec tous ces joueurs, avec tous ces moyens-là ? Je pense que moi, enfin, dès que tu gagnes un match, t'es mis tout de suite sur les devants. Voilà, quand t'es espagnol, italien, ça n'a rien à voir avec la structure française qui est vraiment, c'est un carcan un petit peu et qui est ça pour moi, enfin pour les autres joueurs, je pense que c'est ça qui fait que de temps en temps, voilà, tu loupes des joueurs parce que tu as beaucoup trop de monde qui parle sur toi, beaucoup trop de gens qui donnent des conseils. Voilà, c'était trop difficile. Après, aujourd'hui, je pense qu'au tennis, c'est un sport quand même, il y a beaucoup de monde qui joue, il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent et on espère en tout cas qu'il y aura une belle génération. Comment tu vois la génération paddle ? Tu vois ce sport qui a pris beaucoup de place aujourd'hui. Tu penses que ça peut concurrencer ? Tu penses que des jeunes peuvent partir sur le paddle ou de toute façon, ça restera le tennis ? Pas sur le haut niveau. Sur le haut niveau, je pense que c'est le tennis, quoi. Le paddle n'existe pas pour moi sur le haut niveau, mais après sur la pratique, c'est ludique, c'est agréable à jouer, c'est facile. Tennis de table, on n'en parle pas. Voilà, le tennis de table, c'est énorme. Il y a les frères là qui sont incroyables. Et les frères Lebrun, et puis c'est vrai que c'est un appel d'air. Non, mais c'est énorme. Considérable. Réalisé, c'était fabuleux, fantastique. Mais après, je te dis, le paddle, c'est surtout sur les amateurs où c'est très ludique, c'est facile à jouer. T'as l'impression de bien jouer assez vite. Au tennis, c'est plus difficile, mais après, justement, sur le haut niveau, je pense que ça restera le tennis. Toi, quand tu vis cela et quand tu es au quotidien auprès de ces joueurs, t'en as vu
sur ces 30 dernières années où tu t'es dit, quel talent. En talent pur, il est bien, et ils n'ont pas réussi. Plein, énormément, t'en as vu énormément. Comment tu es arrivé à... C'est là, plutôt, ça a été un manque de travail, tu penses? C'était une direction? C'est justement un coach qui n'était pas là? C'est un peu tout. De temps en temps, c'est son projet personnel. Il y a des joueurs qui ne se sont pas donné assez les moyens. De temps en temps, il y en a eu où l'entraîneur n'a pas été bon, où il lui a fait faire des erreurs, il lui a changé des choses techniques, il lui a pas donné assez confiance. C'est souvent la rencontre d'un entraîneur et d'un joueur pour progresser. Le joueur a été soumis, il a été géré par lui-même. Il n'a pas eu assez, pas assez de soutien. Il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, des talents, t'en perds, t'en rates. Bon, le tennis, c'est sûr, ça écrème. Il y en a peu qui arrivent. Il faut être très très fort. Mais oui, j'ai vu des talents exceptionnels ne pas réussir, quoi. Et quel est celui qui a été à l'ATP que tu t'es dit, il est resté 10e ou 20e ou 30e et tu dis juste, il aurait dû être mieux que ça. Il y en a un comme ça? Ou tu penses que là, à ce niveau-là, Quand t'es 10e, non. Après, sur notre génération qui était le plus fort, ça toujours, c'est sur les résultats, ça a été Joe. Après, sur la qualité intrinsèque, je dirais que c'est Gaël, quoi. Ouais. Voilà, Gaël, tu te dis, quand tu le vois, que tu vois le postulat de départ au niveau physique, au niveau de la force qu'il peut avoir. Quel est le joueur ou la joueuse qui t'a marqué dans toutes ces rencontres sur la route? Qui est-ce que tu dis juste, il est spécial? Nadal, quoi. Nadal, ouais. Déjà, par mon histoire, par le connaître depuis tout jeune, je l'ai vu à 13 ans, j'ai déjà vu assez vite que ça allait être quelqu'un. Mais vous passez du temps ensemble, vous parlez. Il a fait la préface de ton livre. Mais tu parles espagnol, il parle français. Non, on parle anglais. On parle anglais. Mais ça va assez. C'est assez basique. C'est assez basique. On va pas se faire des. Vous passez pas une nuit ensemble, poser des questions comme ça. Non, c'est clair. Il y a un respect. Oui, il y a beaucoup de respect. Mais bon, je connais son histoire, je sais comment il a travaillé. Voilà, je le connais. Et en tout cas, oui, à quel mec j'ai pensé le plus toute ma vie. Mais parce que là, c'est plutôt avec des fléchettes en disant, en lui envoyant. Ouais, c'est certainement lui. Je me disais, qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible, qu'est-ce qui arrive. C'est une machine. Oui, complètement. C'était inimaginable. Donc tu te dis, tu te poses des questions. Voilà, très souvent, tu te dis comment je vais faire, qu'est-ce qui va arriver. Et si c'est dur. Quel est l'autre qui n'est pas forcément le numéro 1 ou 2 ou 3 mondial, ou quand tu la rencontres, tu te dis, tiens. C'est ça aussi le tennis professionnel, c'est ça aussi notre histoire. Est-ce que c'est un Kyrgios, est-ce que c'est un Père, est-ce que c'est des gens qui sont totalement, qui sont en dehors du système. C'est les McEnroe de l'époque, quoi. Toi tu regardes ça en disant juste, on a besoin de ça aussi. On a besoin de ça, on a besoin de joueurs un peu plus amateurs, j'ai envie de dire, parce qu'on a beaucoup de machines aujourd'hui sur les terrains, des mecs qui sont à fond, qui sont là, qui perdent jamais les pédales, qui vivent que pour le tennis, et ces deux là, Kyrgios et Benoît, ça fait du bien, ça fait de raconter le mot de choses. Ça fait du bien un peu de les voir, Benoît, tu te dis, Kyrgios aussi, c'est encore un talent encore au-dessus de Benoît, et c'est vrai que Kyrgios, ça fait du bien. C'est un ami à moi, en plus je le connais bien, je l'ai vu arriver tout jeune, et c'est un amateur, c'est un amateur. Lui, bonne chose. Est-ce que tu penses qu'il n'a pas été assez encadré? Parce qu'il a un talent brut. Lui, à la limite, il veut pas être encadré. Moi, j'aurais aimé être encadré. Lui, à la limite, il s'en fout. Laissez-moi faire ce que j'ai envie. J'ai pas envie. Mais après, bon, quand même, il a fait une grosse dépression. Tu vois, il a aussi quand même, il aime bien dire ça. Mais bon, il a vécu quand même des moments, de par sa carrière, l'attente aussi qu'il a eue, il a fait quand même une belle dépression. On en a parlé tout à l'heure, Sinner, Alcaraz, Zverev, on en a quelques-uns. Comment tu les vois, toi, arriver? Alors, parce qu'ils sont très forts, évidemment. Et comment tu vois nos Français là-dessus? Il y en a quelques-uns. Arthur Fils, évidemment. Il y en a un jeune, là, comment il s'appelle, qui a 15 ans, là. Kwame, Moïse Kwame. Il est très fort, très fort. Il joue très très bien. Je pense qu'il a autre chose qu'un service. Il est très impressionnant. Fort. Il y a Mpetshi aussi, Giovanni Mpetshi, qui est très fort. Donc il y a quelques très bons joueurs. Donc là, tu vois ça, tu dis, les gars, on a vécu ça avec Gaël, moi. Il faut les encadrer d'une autre manière que celle qu'on a fait. Ils sont bien encadrés, par contre, aujourd'hui. C'est pour ça, bien encadrés, ça y est. C'est pour ça qu'ils ont réussi. Il n'y a pas de secret. Ils ont réussi. Oui, ils ont réussi déjà le premier. D'accord, le premier, ils sont sur le. Ils sont dans le top 20, voilà. Donc ils gagnent de temps en temps. T'as raison, ils ont gagné. C'est la première étape, quoi. La première étape, déjà, ils se sont. Combien t'as Arthur Fils qui est dans le top 20. Ouais, top 20. Mpetshi est pas loin. Hugo Humbert aussi qui est. T'as raison. Qui est un peu plus âgé. Oui, maintenant, il va falloir voir comment ils vont gérer ça, les attentes, la pression, le stress. Forcément, ils l'ont plutôt bien géré pour l'instant, mais après, tu penses qu'ils ont le talent? Tu penses qu'ils ont le talent d'aller battre Alcaraz je pense. Qu'est-ce qui manquera alors? C'est d'avoir quelqu'un, justement, un Tony Nadal avec eux, en disant juste... c'est de continuer à faire le travail. Ils l'ont fait l'an passé, moi je les connais bien, ils l'ont fait. C'est justement avoir cette...
ce travail journalier de tous les jours, le soir se coucher, penser au tennis, le lendemain se réveiller, allez là il faut que je progresse, ce truc-là en eux, il faut qu'il l'ait comme ces joueurs-là, parce que moi je connais Djokovic, Federer, c'est des geeks du tennis, quoi. Ils pensent que voilà, il y a qu'à ça, quoi. Il y a rien d'autre pour eux à côté. Et eux, c'est la question, il va falloir qu'ils aient ça justement pour rejoindre ce genre de joueurs, quoi. Quand tu regardes justement le monde d'aujourd'hui, ce monde-là que tu connais et qui as vécu dans le monde de hier, je n'ai pas dit d'avant-hier, donc de hier, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, est-ce que tu vois une vraie évolution? Est-ce que tu vois que si tu prends le top 20, le top 50, c'est à peu près similaire? Est-ce que tu vois qu'il y a des évolutions majeures entre le tennis d'aujourd'hui et le tennis d'il y a 15 ans ou pas tellement? Déjà, c'est un business, quoi, plus. Ça a toujours été un business, ça peut être un business à 15 ans? C'est énorme. Si, mais là, il y a beaucoup plus, il y a quand même beaucoup d'argent. Beaucoup plus d'argent? Ouais, il y a quand même combien on gagne quand on gagne Roland Garros aujourd'hui? 3 000, peut-être 2 millions, mais au premier tour, je peux te le dire, parce que bon, déjà, c'est plus dans mes sphères, quand même. C'est devenu dans les sphères, la finale, je peux pas te vainqueur, mais c'est 100, 90 000 au premier tour. Et moi, j'ai commencé, c'était 7 000. Voilà, donc ça a changé beaucoup de choses. Plus que l'inflation, tu vas dire. Ça a découlé sur il y a beaucoup de monde autour, beaucoup d'entraîneurs physiques, beaucoup d'agents. Des équipes qui sont pleines. Énormément d'équipes, ce qui fait que tu joues plus longtemps. Parce qu'à l'époque, tu avais 30 ans au tennis, tu t'arrêtais. C'était déjà très très vieux. Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu es jeune, quoi. Donc le tennis, il a évolué, les mecs sont plus forts et c'est pour ça que ça joue plus longtemps. Tu vois, quand tu avais 30 ans, quand tu faisais ces quarts de finale, ces demi-finales, c'était quoi ton équipe autour de toi? T'avais un entraîneur, J'avais un entraîneur, parfois un entraîneur physique sur les tournois et un kiné, quoi, tout le temps. Et mon agent, on était 4. Ouais. Toujours. Ouais, on a toujours été 4. Ouais, et aujourd'hui, justement, un Richard Gasquet d'aujourd'hui, il aurait d'autres personnes que ça, un préparateur mental également? Un diététicien Oui, je pense que oui. Aujourd'hui, oui, un préparateur mental, oui, je pense que c'est quelque chose que je ferais plus qu'à l'époque. Je te dis, à l'époque, moi, c'était tabou, quoi. C'était tabou. Peut-être dans les autres pays, je peux pas trop un peu moins qu'en France, mais nous, on n'en parlait pas. C'était, bon, l'entraîneur mental, t'étais faible. Ouais, t'étais un faible si t'avais un entraîneur mental. Peut-être qu'à l'étranger, c'était pas le cas, mais là, j'ai lu Rafa qui a dit qu'il en a vu un. Moi, je sais que Djokovic en a vu, donc. Surtout que c'est important, voilà. Et merci de le dire parce que je pense que c'est aussi ça, le moment qu'on passe ici, c'est que tu partages ces moments de doute que tu as pu avoir et puis dire c'est important. Moi, évidemment, je pense que c'est très important d'être accompagné parce qu'on a tous des moments de moins bien. Ah oui, et ce moment de moins bien-là, c'est pas facile à gérer tout seul. Non, c'est très dur. Et c'est vrai que malheureusement, trop souvent encore et encore aujourd'hui, en France évidemment, mais dans d'autres pays malheureusement aussi, c'est... pourquoi t'as quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, les gens eux-mêmes en auraient besoin souvent. Mais en fait, ça se dit pas. En fait. Donc c'est bien de le dire. Et toi, tu trouves qu'il y a encore aujourd'hui, quand Nadal le dit, quand Djokovic, tu sens que ça commence à être dit de plus en plus en disant juste, oui, on peut avoir des coups de moins bien quand cette numéro 1 japonaise, Osaka, dit, moi, je vais m'arrêter. Je m'arrête, c'est arrêté. Parce que j'ai des vrais soucis de santé mentale. C'est accepté, c'est agréablement accepté. Moi, j'étais très heureux de voir ça. Comment toi, tu vois que ça, c'est un vrai changement? Ah oui, c'est un changement ça fait quelques années là que tu commences à parler de santé mentale et c'est très très important. Parce que je te dis, au tennis, il y a énormément de joueurs qui souffrent un peu de dépression, un peu de solitude parce que tu voyages beaucoup, tu as des défaites, tu as des victoires, tu passes beaucoup par des moments de doute, puis il y a la compétition, il y a la concurrence, donc si tu perds, tu descends, voilà, tu as beaucoup de stress à gérer et c'est clair qu'il faut le gérer avec quelqu'un, quoi. Faut que quelqu'un soit là, que tu puisses parler et c'est vrai qu'aujourd'hui ça va dans ce sens-là, en tout cas on est qu'au début je trouve et il faut vraiment continuer dans ce sens. C'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser, je parlais avec justement un ami qui aime le tennis et qui me disait le tennis c'est quand même très dur parce que chaque semaine, le foot, tu es dans une équipe de 11, si tu es dans les bonnes équipes, tu gagnes quand même assez régulièrement tes matchs. Et c'est le cas, on prend Antoine Dupont, Toulouse, ils vont pas perdre beaucoup cette année. Non, au tennis, toutes les semaines tu perds quand même. La plupart du temps. Tu perds tout le temps. Toutes les semaines, tu perds tout le temps. Moi, j'ai gagné. T'as un sujet. T'as 60, toi, même, qui a été 7e mondial. J'ai gagné 16 fois, quoi. Voilà, donc j'ai perdu 400 fois. Et donc, toutes les semaines, tu perds. Puis, t'es seul. C'est ça qui est dur. T'es seul avec toi-même. Tu vois, même entre les points, t'es seul. Tu te dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas, ça va pas. Ça va changer, ça, peut-être.
Ouais, peut-être que les coachs un petit peu plus, mais je te dis quand même, quoi qu'il arrive, c'est un sport où tu es seul et c'est le plus difficile à gérer. On imagine qu'on se parle dans 5 ans, 6 ans, et que tu as justement cette fille ou ce fils. Comment toi tu te vois là-dessus tu penses que rapidement tu vas lui mettre cette belle raquette dans les mains? Tu as envie de ça? Tu penses qu'il y a t'as envie de ce côté dynastique ou parce que tu sais très bien que c'est pas à 4 ans, c'est pas celui qui a 4 ans qui va décider, hein, ça va être le papa qui va décider. Oui, c'est le papa qui décide. Et toi, décide. t'as envie de ça toi, Oui, pas si j'ai un fils ou une fille, oui, j'ai envie qu'il fasse du sport. Plus une fille qu'une fille? Non, les deux, hein. Ouais, les deux, c'est pas. Sport, c'est sûr, mais c'est pas sport, c'est tennis. T'as envie, en fait, Oui, ma question, c'est est-ce que t'aimerais que ta fille et ton fils aient ta vie? Oui, quand même, oui, parce que c'est juste au niveau de ce que j'ai pu vivre avec le public, avec les gens, d'avoir une passion comme ça, d'avoir une passion à la limite, c'est pas tant le tennis, c'est d'avoir eu cette chance de vivre de ce que j'avais envie, de ce que j'ai toujours rêvé quand même. J'ai toujours rêvé d'être joueur de tennis. Donc oui, si un jour ils ont cette passion-là et qu'ils peuvent vivre de ça, c'est quand même le plus beau des rêves, de se dire que tu veux faire ça, tu as envie et t'as pu le faire, hein, c'est exceptionnel. Vivre de sa passion. Oui, c'est fabuleux, c'est rare, c'est pas beaucoup de gens à qui ça arrive quand même. On va continuer les pauses amicales. Tu vois, il y a plein de gens qui t'aiment et qui veulent te poser des questions. Là, c'est quelqu'un, d'ailleurs c'est Julien, dont on parle là, qui a été notre premier contact. Hein, donc Julien Cassaigne, qui est dans ce milieu depuis un certain nombre d'années, que tu connais depuis très longtemps, et qui est évidemment très proche de toi. Et la discussion qu'on avait avec Julien, et tu vas entendre, c'est une question un peu de peut-être autour de la fédération, des questions autour de ça. On écoute la question de Julien. Allez, on y va. On écoute. Salut Richard, c'est Julien. Écoute, je voulais que tu nous parles et t'entendre nous raconter ton futur rôle au sein de la Fédération française de tennis. On connaît tous ton parcours, on sait ce qui a marché, peut-être ce qui a moins bien marché à différents moments, et comment tu peux aider les jeunes, les nouveaux, de ceux qui ont 14-15 ans et qui commencent, à Arthur Fils ou à Mpetshi, aux plus jeunes générations, à aller gagner un grand chelem, regagner la Coupe Davis. Et voilà. Comment tu comptes t'investir auprès d'eux et qu'est-ce qui t'excite dans cette mission? Et je trouve, ayant été à tes côtés depuis beaucoup d'années, que tu as une super relation avec tous ces jeunes. Tu as tapé avec tous les joueurs depuis 20 ans qui sont rentrés au CNE, ceux qui ont été très bons, ceux qui n'ont pas été très bons, ceux qui ont arrêté le tennis, et tous gardent un bon souvenir de toi. Au début, tu étais un petit frère, puis tu es devenu un grand frère pour toute cette génération, et je trouve ça hyper sympa de te voir évoluer avec eux. Et maintenant, comment tu vas faire pour les aider? Déjà, j'ai du plaisir à être avec les jeunes. Tu vois, c'est quelque chose, je me régale d'être avec eux parce que je me vois à leur âge, je me vois essayer de réussir et c'est quelque chose qui me parle vraiment. Voilà, donc ce rôle-là que je risque d'avoir à la fédération, c'est une discussion qu'il y a en ce moment. C'est un truc que c'est un truc que j'ai à moi. Ils ont vu ça, la fédération, ils ont envie. C'est toi qui as levé le doigt en disant juste les gars, moi je termine, j'aimerais bien, ou c'est eux qui ont dit attends mais s'il te plaît, et moi je serais eux, je dirais s'il te plaît Richard. Ça s'est fait naturellement. Moi j'avais envie aussi. Ça a été un truc qui a été naturel. J'ai eu pas mal de discussions avec Gilles Moreton, le président de la fédération, c'est lui qui décide de toute façon. C'est le chef. Oui, c'est lui le. Il a été réélu. Oui, c'est lui le chef patron, encore quelques années. Il n'y a pas de doute à ça. Et après, c'est quelque chose que j'ai, qui est ancré en moi, quoi. C'est vraiment, je me revoir en eux et justement qu'eux, ils arrivent à avoir une carrière et être heureux, quoi, et vivre et de se dire, on a eu la chance de l'avoir, il a été super. Grâce à ça, j'ai pas perdu de temps. J'ai évité les pièges qu'il peut y avoir, parce que nous, bon, on les a pas toujours évités non plus. On a fait des bonnes choses, mais des mauvaises aussi. Et j'ai l'expérience justement pour pas que ça arrive et que justement ces jeunes s'épanouissent et arrivent à être forts. Et c'est quelque chose que j'aime parce que j'aime le terrain. T'as envie de partager ça. Ouais, j'ai envie de partager ça vraiment. Ouais. Ça c'est quelque chose que je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais faire en fin de carrière? Je me suis posé la question et c'est vraiment ce qui ressort, quoi. Et justement, quand tu as continué à faire cette liste, moi que j'appelle ça, c'est dans mon livre, ça s'appelle la bucket list. En fait, c'est que tu connais parce que tu parles très bien anglais, c'est la liste des choses qu'à un moment ou à un autre on aimerait faire durant notre temps sur Terre. Toi, si tu dois ajouter ce qui... En fait, c'est assez... J'aime bien que tu me dis ça parce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, on voit que c'est vrai tu sais qu'il y a des choses qui t'ont manqué à un moment. Et ce que tu es en train de me dire là, c'est qu'en fait,
tu te dis que tu vas apporter ces choses-là, que t'aurais aimé avoir un Richard. Oui, je suis d'accord. Il y a 20 ans. Ce que tu dis, c'est ça qui est beau que tu fasses. Qu'est-ce que tu mettrais d'autre dans cette bucket list? Les choses, tu dis, tiens, alors on a compris, peut-être une fille ou un fils, peut-être. Ouais, qu'est-ce qui est dans la liste? Tu dis juste, c'est ça que j'aimerais bien aussi faire ça. Il y a d'autres métiers que tu aimerais faire, d'autres trucs que tu as envie de découvrir, des espaces où tu dis, c'est ça que tu as envie de faire. J'ai eu de la chance quand même, j'ai fait tout ce que j'ai voulu voyager, bien sûr, j'ai eu de la chance. Qu'est-ce que j'aimerais faire? T'étais quand même cantonné dans un métier, dans un parcours obligatoire qui était 40 semaines par an à faire la même chose. Bien sûr. Si là justement tu peux tout faire, t'as à peine 40 ans, t'es tout jeune, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est dingue, c'est génial. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient... Non, mais rencontrer des gens, discuter, voir des horizons un peu différents, apprendre de tout le monde, ça c'est intéressant. Après oui, ma passion première, c'est le tennis, c'est le clair, sport. c'est le mais sport. Tu te verrais président du club biterrois, donc là on parle de rugby, tu devrais être président d'un club, que ce soit de rugby ou de foot. Oui, bien sûr. Tu te verrais... oui, je me verrais, oui, c'est clair. Le rugby, le sport, c'est des challenges énormes. Après, oui, tu sais pas dans quoi tu peux aller à la fin de ta carrière. C'est clair que tout est... Mais dans le sport, tu ne te verrais pas être manager un hôtel aux Bahamas. Pas comme ça, pas de premier abord, mais on ne sait jamais, tu vois, la vie. Attention, on va retrouver Richard Gasquet, quand même, attention. Aux Bahamas, c'est jamais ce qui peut arriver. Habitez où? Vous irez habiter où? Je vais rester un peu à Paris quand même, parce que bon, j'aime bien être là. Et dans le sud, quand même, à Béziers, c'est là où je suis né, c'est là où j'aime être, c'est là où j'ai mes amis. Dans le sud me manque quand même de temps en temps. Ouais, j'ai besoin d'y être, mais moi, c'est la France, quoi. Ouais, j'aime la France, vraiment. Mais on est content que tu aimes ce pays. Je me vois vraiment pas habiter dans un autre pays aujourd'hui, quoi. On va faire une pause sportive. Alors la pause sportive, Richard, toi, ça va être facile pour toi. Je te propose des questions. En fait, je vais essayer de poser des questions sur des clichés. Et tu vas me dire si ces clichés-là, c'est juste moi qui pense que c'est le cliché, ou est-ce que c'est vrai, en fait, que c'est vraiment un cliché qui est réel? On commence. Est-ce que tu trouves que la France ne met pas assez en valeur le sport à l'école? Oui, ça c'est vrai, oui, complètement. Ouais, c'est clair que c'est pas du tout sociétal en France, quoi. À l'étranger, ça l'est. Aux États-Unis, tu le vois, même les universités partout. Enfin, les jeunes, ils jouent, ils font du sport. C'est vraiment ancré dans la culture. En France, c'est pas totalement le cas. Il manque, je trouve, pas mal de sport à l'école, ça c'est clair. Et toi, on le voit aujourd'hui aux États-Unis, tu as raison de le préciser, quand les meilleurs joueurs de tennis aujourd'hui vont faire des études en parallèle, là ils passent assez peu de temps dans les études parce qu'ils représentent leur université. Ça c'est quelque chose que tu penses qu'on devrait faire plus en France? Tu penses que ces grandes écoles françaises devraient accepter encore plus de sportifs de haut niveau pour que quand ils terminent leur carrière, ils puissent... tu devrais ouvrir, oui, à des HEC commence à le faire, qui est une très bonne école. Oui, avec des jeunes de tout horizon, des sportifs. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, ça peut manquer en France. Ce qu'il y a aux États-Unis, ce modèle-là est un modèle assez unique. Est unique, et c'est clair que le sport en France, il est pas assez valorisé. Ça, c'est sûr, que ce soit dans les jeunes écoles ou plus tard, quoi. Est-ce que la pression médiatique a vraiment un impact considérable sur les performances du sportif? Oui, complètement. Tu penses que tu peux vraiment... Ouais, ça peut être très très dur. Et justement, comme tu as dit, je pense qu'il faut être accompagné du plus possible. Moi, ça m'a manqué un peu de temps en temps. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont accompagnés, je les vois. C'est différent par rapport à avant, et il faut continuer, parce que oui, la pression médiatique, elle peut te faire très mal. En parlant de pression, la pression des fans dans un stade, moi je me suis souvent posé la question. On dit souvent que c'est plus facile pour toi, Richard, ou aussi de gagner un match en France, parce que tu vas avoir le public avec toi. Est-ce que c'est quoi, tu le penses vraiment? Tu penses que justement ça peut pas t'éteindre parfois? Et deuxièmement, est-ce que tu penses que c'est quoi? C'est 1%, 5%? Tu penses que c'est... Parce que toi, on pourrait l'imaginer avec des arbitres de football qui peuvent être un petit... Parfois, une tendance parfois à mauvais choisir, parce qu'il y a une pression au tennis. Il n'y a jamais d'erreur d'arbitrage. Non, c'est rare. Donc il n'y a pas de pression sur l'arbitre. Donc tu le crois, ça, ce fait qu'il y a une pression forte, mais qui, pour moi, elle peut aussi t'anéantir. Ça peut te faire très mal aussi. Moi, il y a eu des matchs où ça m'a fait mal quand j'étais jeune. C'est dur de rentrer sur un central quand il y a 15, 20 000 personnes où tu es seul. C'est ça, tu vois. Moi, j'ai parlé souvent aux joueurs de rugby, aux joueurs de foot, et eux, ils te disent, tu rentres, toi, tu es seul. Ouais. Si tu n'es pas bien, tu te reposes sur toi, parce qu'au milieu du court, tu es le seul, il n'y a personne qui va te remplacer. Et il y a des fois où tu paniques, quoi, hein. C'est sûr que quand ça se passe mal, que tu vois le public qui est déçu, qui se dit on est venu mais il perd. Alors au contraire, quand ça réussit, que ça gagne, c'est euphorique, c'est magnifique. À Roland-Garros, ça t'arrive, c'est des moments qui sont uniques. Mais quand tu perds et que ça marche pas, je peux te dire que tu passes pas un bon moment. Qu'est-ce que tu fais quand tu perds un tournoi, d'ailleurs?
Tu restes un peu, la première chose que tu fais, c'est que tu vas le plus loin possible. On m'a toujours posé cette question-là. Est-ce que tu restes, c'est sympa, tu voyages beaucoup, mais en fait, le joueur de tennis, c'est décalage horaire, tu perds, tu passes à un autre tournoi. Donc, en fait, plus vite tu vas te reposer, mieux c'est pour ta récupération. En fait. C'est des machines, c'est clair. Tu ne poses pas de questions. Tu pars, tu rentres, tu te reposes, tu repars, tu refais les valises. 2 jours après, tu es reparti. Tu as un autre décalage horaire, un autre hôtel. Ça, c'est un très bon point, justement, sur ce côté cliché de vie, de diva du tennisman. C'est quoi une journée classique de Richard Gasquet? Alors peut-être un peu moins maintenant parce que tu prends un petit peu plus de plaisir sur d'autres choses, mais si on prend le journal de tennis, toi à ton prime, là où c'est à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches, qu'est-ce que tu fais dans cette journée? Tu t'entraînes. C'est combien d'entraîner? À l'époque, 1 heure, 2 heures? 2-3 heures, quoi. 2-3 heures de jeu, ça dépend. Bon, la veille du match, tu joues qu'1 heure. Non, mais là, pas la veille d'un match. Là, tu sais quoi, c'est 3 heures par jour? Maintenant, oui, c'est 2 heures, quoi. 2 heures par jour, mais aujourd'hui, ça va un peu mieux. Je sors un peu plus quand même sur les tournois, j'arrive à visiter un peu plus. Quand j'étais jeune, c'est les jeunes, tu vois rien. Je te promets, moi, j'ai voyagé partout et j'ai vu que zéro, quoi. Tu vois un peu, mais en fait, le jeune, je te dis, qu'est-ce qu'il fait? Il joue, derrière, il reste dans sa chambre, il attend le dîner, il va dîner, il rentre à l'hôtel, le lendemain, il s'entraîne. Mais en fait, je te dis, tu perds, tu pars, on voit... Donc tu passes assez peu de temps avec les autres collègues, de joueurs? Le soir pour dîner, quand même, mais après la journée, la journée, tu restes seul. Dans ta chambre et tu joues aux jeux vidéo, quoi. Pas loin. Ça peut arriver, tu te reposes, tu lis, tu restes là, mais c'est rare que le jeune il aille visiter, il parte voir un musée, quand même, c'est quand même assez rare. Donc après, c'est vrai qu'il y a des métiers beaucoup plus durs que ça, mais là c'est un cliché, c'est pas très glamour ce que tu me racontes. Non, mais c'est la vérité, quoi. Après, t'es fatigué aussi quand même, je t'avoue. Bon, quand t'es jeune, ça va, t'arrives à sortir un peu plus facilement. Mais là, du physique, là, tu me parles de 2 heures d'entraînement, c'est aussi aujourd'hui, je fais ça. Tu fais beaucoup de salles. Quand t'es jeune, tu fais beaucoup de salles, beaucoup de salles pour justement être fort. Quand t'as 15, 16, 17, c'est là où ça se joue. C'est là où tu prends de la masse, du physique, donc c'est capital à cet âge-là de faire du physique. Mais je te dis, oui, c'est cliché, mais c'est la vérité, quoi. Une question justement par rapport à ce physique, le régime alimentaire, il est obligatoire aujourd'hui pour être un sportif de niveau? Oui, complètement obligatoire. Il y a des choses que tu peux pas manger? Tu peux pas. Genre, qu'est-ce que tu peux pas manger? Des sucreries, c'est mauvais. Tu peux le faire, il y a des moments où tu le fais, mais je te dis, c'est pourquoi c'est pas... C'est le 1, 2, 3... Moi, je vois les joueurs aujourd'hui, ils vont vite, ils récupèrent bien. Et je te dis, tu as 1, 2 ou 3 kilos de plus sur le cours, tu les portes et c'est terrible. En 3 heures, tu portes c'est terrible. Le sport de haut niveau, ça pardonne pas aujourd'hui. Le sommeil? Pareil, c'est très important. Très important, le sommeil, alimentation. C'est souvent quand même les mecs, les joueurs les plus rigoureux qui arrivent quand même à la fin des tournois, quoi. Est-ce que tu dois, cliché peut-être, question pour toi, est-ce que tu dois sacrifier quand même ta vie personnelle pour réussir? Oui, tu dois sacrifier un peu ta vie quand même. Hein. Tu dois sacrifier ta vie. Tu la mets de côté. Quand tu es jeune, il y a des gens, ils peuvent faire les amis, ils partent en vacances. Toi, tu n'y es pas, quoi. L'été, tu es sur un tournoi aux États-Unis, au bout du monde. C'est une vie magnifique. On va pas non plus faire pleurer plus que ça. Mais je te dis juste, tu vis pas la même vie que tout le monde parce que t'as peu de moments, t'as peu de temps, t'as peu de vacances. Donc voilà, tu vis sur toi-même quand même, parce que bon, il faut réussir, c'est ta vie, mais oui, c'est clair que tu sacrifies beaucoup de choses. Tu sacrifies beaucoup de choses. Est-ce que tous les joueurs de tennis ont des tics? Ouais, énormément. Il y a que des. Celui de Nadal, il est quand même. Il est terrible, il est terrible. Mais tous les joueurs ont des tics. C'était quel le tien? Moi, c'est la même balle. Je prends la même balle quand je gagne le point. Ouais. Donc c'est pas facile parce qu'il faut que je suive le ramasseur de balles, tu vois. Il faut que je vois la balle qu'il a dans les mains. Mais je te jure que tous les mecs. C'est tous quelque chose. Ouais. Je vois les mecs qui sont beaucoup de tics, beaucoup de tocs même, je dirais. C'est des tocs, c'est des tocs. Et le pire que t'as vu, c'est lequel? Nadal est quand même. Combien de temps il met pour servir? Du temps, il fait toujours la même chose, toujours pareil, c'est exactement le même rituel. Toi, ça te fatigue pas quand t'es en face? Tu sais que ça arrive. Tu le connais, ça peut être un peu long, un peu de temps en temps, un peu long à digérer, mais oui, c'est long, surtout que le point derrière, il va être dur. Plus c'est lui qui va gagner le point d'après. Ouais, souvent, mais je te dis, les tics et c'est quoi le plus drôle que t'as vu ou celui qui t'a le plus agacé? Les mecs, les mêmes douches à chaque fois, voilà, d'année en année, tu sais que le mec il va prendre la même douche, tu sais qu'il mange la même chose, tu sais, en fait, les mecs, il y a que des
faudrait Toc. vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est pas des tics, c'est des tocs. Il faut être un peu malade quand même. C'est ça, il y a un peu de maladie, limite un là-dessus. peu de maladie. Ouais. Pas limite, il y a de la maladie. Ouais. De toute façon, on l'a souvent su, les chaussettes, le slip. Oui, les enfin, chaussettes, tout ce que le tu veux. truc, le même, Quand le tu même gagnes, quoi. t-shirt, voilà, le même pied, enfin, les lignes, tu marches pas dessus. Il y a beaucoup de choses. Les réseaux sociaux, qui n'existaient peu Non, ou ouais, pas c'était pas existé, moi, quand tu as commencé, ils n'existaient pas, qui sont aujourd'hui omniprésents. Tu penses que c'est... Là aussi, on parlait tout à l'heure d'équipe. Tu penses qu'il faut maintenant, une partie de ces joueurs ont quelqu'un qui s'occupe que de ça? Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Aujourd'hui, alors toi, tu as toujours fait attention de comment tu t'exprimais, où tu t'exprimais. Est-ce que tu penses que c'est encore plus difficile, c'est une pression supplémentaire pour la génération qui arrive? Ce qui est dur aujourd'hui, c'est que tu peux pas dire ce que tu veux quand même. Ouais. Quoi. C'est ça que je trouve aujourd'hui en 2024-2025, c'est que si tu dis un mauvais mot, tu peux ramasser derrière Longtemps. sévère quoi, et longtemps, et tu peux avoir une mauvaise image. Et ça, je pense qu'à 20 ans, c'était pas totalement le cas. Je trouve qu'aujourd'hui, le poids des mots est très fort et il faut faire vraiment attention. Après, les réseaux sociaux, c'est comme tout, il faut un juste milieu. Quoi. Je trouve qu'il faut pas faire que ça, parce que tu deviens un peu idiot. Quoi, tu vois, donc... Voilà, mais il y a quelqu'un aujourd'hui, sur les gros joueurs, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et moi, ce qui me fait peur pour cette génération, c'est vraiment ça, quoi. Je trouve que voilà, le moindre mot est interprété, et ça peut être amplifié, et tu peux souffrir de ça, quoi, plus qu'à mon époque. Un autre sujet qui a été un moment difficile pour toi, qui était un moment où tu as été là, et les réseaux sociaux n'existaient pas, et heureusement, là, on est, je sais plus en quelle année exactement, où il se dit que t'as touché ou t'as de la cocaïne dans ton sang. Je crois que c'est comme ça que ça s'est dit. Et là, c'est tourbillon médiatique parce que le Mozart français qui touche à C'était moins Mozart. C'est un peu plus compliqué. C'est moins le Mozart, comme tu dis. Et là, tu te retrouves dans un truc qui... Alors là, t'as pas vu le truc arriver. C'est le 35 tonnes qui te passe dessus, qui repasse et qui repasse et qui repasse. Et donc là, tu peux pas te dédouaner. Je veux dire, c'est pas vrai. Là, au bout d'un moment, les choses se font dire que en fait, tu étais peut-être sorti avec une jeune fille dans un club, donc tu as vécu ta vie de jeune. Et là, en fait, c'est un enfer. En tout cas, moi, je l'avais vu, toi, de l'extérieur. Je me suis dit, mais pauvre Richard, c'est un enfer absolu, jusqu'au moment où tu es donc blanchi par le TAS. Le truc qui m'a sauvé, c'est déjà, même si on me croyait pas, ça a pu m'arriver, ça restait de la cocaïne, tu vois, donc ça faisait pas de tricheur quand même. Bon, donc c'était pas pour ça. Là, on parlait tout à l'heure d'autre chose, parce que tout à l'heure, on parlait de quelque chose que tu aurais pu prendre pour mieux jouer. Oui, là, on parle pas. C'est juste une drogue de fête. Oui, au tennis, bon, je crois pas que ça aide quoi que ce soit. Après, oui, c'est clair que ça a été un calvaire. Je pouvais pas sortir dans la rue, c'était impossible. J'ai fait le 20h de TF1, le 20h de France 2. J'étais avec Claire Chazal, tu vois, pour une histoire comme ça. C'est rare quand même, quoi. C'était un tourbillon. Et puis tu le disais, parce que ce qu'il disait que c'était, je ne sais pas, et je ne veux pas balancer, mais je peux t'assurer qu'il y a quand même pas mal de gens qui t'ont peut-être même interviewé, qui sont consommateurs eux-mêmes de cocaïne. Donc c'est ça qui est assez marrant dans le système, c'est que c'était rien, ça t'a pas fait être meilleur, plein de gens peut-être le font, d'ailleurs pas peut-être, plein de gens le font pour sortir, ainsi de suite, pour avoir même pas de performance sportive. Et toi, droite-gauche. Ouais, j'ai pris cher quand même, c'était compliqué pour... T'aurais pu faire différemment, tu penses? Comment t'as répondu? T'aurais pu... Ou il n'y avait pas d'autre choix? Non, mais sincèrement, c'était la vérité, quoi. Ouais, non, mais c'est la vérité, c'est pas que tu ne le fasses pas, mais t'aurais pas dû dire justement, ouais, c'est vrai, désolé, je passe à autre chose. Tu penses que le fait de dire, c'est faux, tu penses que tu aurais dit, ouais, c'est vrai, allez, les gars, c'est gentil, j'ai l'âge, je sors... Non, mais je dis ce qui était la vérité, voilà, tout simplement. Ouais, tout simplement. Après... Toi, tu balances quand même, tu balances sur deux personnes qui étaient des grands joueurs, deux que tu as toujours beaucoup aimés. Un qui t'a lâché en race campagne, on parle d'Henri Lecomte, là. Là, il n'a pas beaucoup été sympathique. Ça a été dur, ouais, ça a été difficile. Il a été assez... Ouais, il a été pas très intelligent. Bon, après, un peu. Bon, c'est comme ça, écoute, chacun. Après, il a parlé avec son... Il a pas... Voilà, il a été parlé direct. Il a voulu parler, écoute, il a parlé. Après, voilà, j'ai eu quand même beaucoup... Tu lui as dit? Après, ou jamais? Ouais, à moitié, mais je suis pas plus rancunier que ça. Je le vois, ça m'empêche pas de jouer, ça m'empêche pas de vivre. Après, j'ai eu quand même beaucoup de soutien. J'ai eu Nadal, surtout, Yannick, Rafa, surtout. Ouais, Yannick m'a beaucoup aidé quand même. Je pouvais le voir souvent.
J'allais le voir. Lui, il se disait, ouais, ça va, la cocaïne, ça va. Ouais, les mecs, c'est sûr. Faut déconner, quoi. C'était notre époque. J'avais fait un dîner avec Villander, McEnroe, je me souviens, j'avais dîné à Paris. Après, ça. Ouais, et là, ça les faisait marrer. Mais j'ai dit, mais merde, moi, je suis pas comme ça. Putain, les mecs, ça les faisait rire. Oui, parce qu'ils disent, allez, c'est bon, ouais, quoi. Oui, allez, voilà, forcément. Ouais. Mais oui, Yannick m'a aidé. Yannick, il a été sympa. Souvent, toute ma carrière, tu vois, Yannick, il a du cœur pour ça, tu vois. Quand t'es dans la merde, il aime ça et il est là pour toi, quoi. C'est un grand. On a beaucoup de chance de l'avoir. Oui, c'est un grand. C'est un grand. Après, il a parfois été décrié un peu sur la fête, tout ça, mais c'est quand même un grand. Ouais. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Quoi. Mais nous, je pense que il fait le 10e que plein de Rosso ne font. Ouais, personne ne fait le 100e de ce qu'il fait, et pour les autres surtout, on l'oublie. C'est marrant parce que tu parlais. Moi, ça me fait penser quand tu me parlais de Gaël Monfils tout à l'heure. Lui, par exemple, c'est exactement ça. Je pense que quand c'est une star avec un physique exceptionnel, là on parle des débuts des années 80, souvent les gens ont dit, mais s'il avait été un peu plus encadré, si on lui mettait un Tony Nadal avec lui, parce que là tu parles d'homme qui aime la fête, qui aime faire autre chose, c'est vrai que beaucoup de gens auraient pu dire, avec son physique, avec ces années-là, il aurait peut-être pu gagner d'autres. Oui, forcément. Parce que, même chose, il était... C'est vrai, on revient sur ton sujet qui est un sujet très juste, d'accompagnement et surtout de gérer des stars, des talents. Après, quand même, comme tu dis, tu vois, et bon, le mec, il a gagné Roland-Garros, il a chanté au Stade de France, et tu sais qu'il aide quand même les enfants de la Terre, c'est quand même, personne ne le sait trop, mais c'est monstrueux ce qu'il fait. Merveilleuse organisation. Il y a des mecs quand même qui parlent sur lui, alors que bon, ils n'ont pas fait un centième de ce qu'il a réalisé quand même, quoi. Mais tu sais, je crois que c'est un proverbe belge qui dit, tu sais, plus les arbres sont hauts, plus le vent souffle dessus. C'est normal. Oui, forcément. Et je pense que Yannick fait partie de ces très grands arbres que les gens... Mais en tout cas, t'as raison, c'est qu'il fait de l'associatif. Oui, il fait vraiment des choses. Ça, c'est génial. Quand on parlait tout à l'heure de quel est ton futur, tu m'as pas dit chanteur. Mais lui, il a voulu être chanteur. Il l'a fait. Il a été chanteur. Ouais, non, c'est énorme. Il l'a vendu et il continue à vendre des tonnes d'albums. Ouais. Donc, non, grand respect pour lui. Donc là, c'est un moment où tu te dis, ma vie sera plus jamais pareille quand on termine cette période-là. C'est passé, mais ma vie sur les mois et les années après, ça a pu être la même. Ouais, ça a été. Tu t'es méfié de. Je me suis méfié de tout. J'étais fatigué surtout, quoi. J'étais fatigué de ce moment-là, de ce que j'avais pu vivre, des gens, du truc médiatique, d'avoir fait des TF1, d'avoir fait des radios, d'avoir fait tout ça. C'était tellement... c'était un théâtre. Tu l'as revue, cette jeune fille? Non, jamais, je t'avoue. Elle t'aura contacté en disant, tiens, prochaine fois que tu passes à Miami... Ouais, écoute, à Miami, je suis plus trop... Je suis resté à l'hôtel l'année après, je t'avoue. Je suis pas trop ressorti, ouais. T'as arrêté. T'es moins sorti après, quand même. Un peu moins, on est sorti quand même, Attends, on était jeunes, c'est normal quand même de sortir, tu vois, faut pas être malade avec ça non plus, mais t'as fait attention, tu le disais d'ailleurs, tu fais attention de ce que tu mangeais. J'étais un peu moins insouciant, on va dire, ouais. Pas pareil, quoi. C'est dommage, parce que l'insouciance, c'est ça aussi qui fait le... Ouais, mais tu la perds, l'insouciance, après, quand t'es un peu connu, quand tu prends une branlée comme ça, à droite, à gauche, l'insouciance, tu la jeûnes, mais sincèrement, aujourd'hui, moi, j'en ai plus du tout, quoi. Plus du tout. Aucune. Vraiment. C'est un peu dommage. Ouais, c'est dommage, complètement. Mais t'as vécu. C'est ça qui est dur, c'est que bout d'un, quand t'as vécu, tu dis juste, c'est quand même dur. T'as vécu, oui, après t'as des critiques, t'as des résultats. Ça te touche encore, toi? Non. Non, parce que moi, j'ai vécu, quoi. Voilà, je sais comment ça se passe. Est-ce qu'il y a encore une chose qu'on dit qui te touche? Il y a un truc qui te dit juste, là, pas tant que ça. C'est limite. Pas tant que ça, s'il y a encore une chose. Non, c'est limite. Pas bien non plus parce que plus rien ne me touche, c'est presque pire en fait parce que vraiment. Il y a encore un cœur là-dedans. Non, mais je te dis les critiques, les trucs, j'ai tellement eu l'habitude qu'en fait tu peux tout me dire. En fait, c'est limite pire que tout parce qu'en fait vraiment ça me touche plus du tout, quoi. Toi, t'es connu d'ailleurs, tu l'as dit souvent, t'étais timide au préalable, puis discret. Toi, c'est la continuité d'être discret. Tu l'es encore aujourd'hui. Justement, t'écris ce livre-là pour justement évoquer un certain nombre de sujets. Tu viens ici parler avec moi également, mais est-ce qu'il y a justement des choses où tu as envie de partager plus? On a compris avec ces jeunes talentueux. C'est surtout là, ça. Là, tu as envie, toi, de prendre de plus en plus la parole et d'amener... c'est surtout avec les jeunes, quoi. Après, c'est surtout avec les jeunes, avec les mecs qui ont envie de réussir, peut-être pas que dans le tennis non plus, tu vois, dans quoi que ce soit, entreprendre autre chose aussi, tu vois, c'est se donner les moyens, c'est que les mecs rêvent, qu'ils se disent que c'est possible pour eux aussi, tu vois, parce que bon, voilà, moi je suis pas né non plus, tu vois, on était dans le sud avec mon père, j'étais pas prédestiné à faire une carrière de 7e mondial non plus, à vivre ce que j'ai vécu. Ce qui me fait envie, c'est de partager l'expérience, et surtout avec les jeunes et des mecs qui ont ça
ça en eux et qui ont envie justement de faire quelque chose de leur vie, quoi. Si on met de côté tous tes succès professionnels, pour toi aujourd'hui, c'est quoi ton grand succès personnel? C'est d'avoir été heureux, quoi. J'étais heureux, franchement, j'ai été heureux et d'avoir pu vivre ce que j'ai vécu, quoi, tu vois, et là aujourd'hui de me dire, j'ai des souvenirs de fou, quoi, tu vois, d'avoir de jeunesse aussi, avec mes parents, avec les amis, avec les autres joueurs, avec les rencontres que j'ai pu avoir, et de me retourner en tout cas sur les 38 premières années et de me dire, putain, c'était super, quoi. Pas mal. Ouais, c'était super. Une question que je pose toujours à mes invités, c'est qui t'aimerais que j'invite à ta place après ce beau moment ensemble? Enfin, j'espère qu'ils étaient bons moments. Ce moment ensemble. J'aimerais bien un jour parler avec Federer et Nadal, quoi. Ouais. Federer et Nadal, justement, pour voir un peu leur cheminement à eux, tu vois, leur cheminement. Moi, je le connais, celui de tous les joueurs français. Mais leur enfance, je connais celle de Nadal, mais voilà, comment Federer il s'est construit, qu'est-ce qui a été ses mécanismes. À quoi il a pensé quand il s'est fait battre à Monaco par le jeune Richard Gasquet. Oui, quand il est sorti du stade, celui-là, je vais pas le lâcher. Bref, c'est clair que ça a été dur après, mais je te dis, voilà, le mécanisme, qu'est-ce qui a fait que ce joueur-là a été Roger Federer, tout simplement. C'est intéressant. C'est des discussions qui sont intéressantes, ouais. Et toi, la pause, quand tu aimes faire une pause, quand tu dis juste, là, j'ai besoin de ce moment, elle est où cette pause? J'aime bien aller à Béziers, quoi. J'aime bien aller chez mes parents. Il y a un endroit chez tes parents? Chez mes parents. Là, j'y suis allé une semaine. Ils ont déménagé depuis Voilà, à Béziers, ouais. J'ai une maison là-bas à Béziers. Et voilà, j'y vais de temps en temps. Et j'aime bien être là-bas. Tu vois, on est calme. Je vois Manu un petit peu. Un autre ami, on fait peu de choses, tu vois. Voilà, je sors pas beaucoup, je vois personne. Et ça me fait du bien un petit peu parce que, tu vois, T'es reconnu là-bas quand tu sors? T'es là, je suis né là-bas, donc oui, les gens me reconnaissent forcément, mais après, c'est chez moi quand même, quoi. Richard, merci pour ton temps, merci de nous avoir raconté ça, merci de nous avoir fait rêver tant et tant de fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Richard. Avec plaisir, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.